Création. Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. La justice du Burkina Faso a annoncé hier lundi qu'elle a renoncé à son mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro pour son implication présumée dans le coup d'État manqué de septembre dernier, mais a demandé à la Côte d'Ivoire de le poursuivre dans le cadre d'une autre procédure dite de dénonciation. Pour en savoir davantage ce soir, nous avons un invité qui nous aidera à avoir une tentative d'explication. Il est déjà en ligne avec nous. Il s'agit du professeur Toto Jérôme Balobi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes éminent professeur des universités. Vous étiez également secrétaire général de l'université de Cocody et vous avez aussi pâti de la prison politique, et aujourd'hui vous êtes un homme libre, on va le dire comme cela. C'est avec grande joie que vous avez accepté de nous éclairer sur ces questions de politique en Afrique de l'Ouest. Pour comprendre, à votre avis, professeur, qu'est-ce qui peut justifier ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme un rétropédalage de la justice du Burkina Faso? Écoutez, moi-même je me pose la question. Je pense que c'est peut-être les intérêts des États qui a primé, parce que autrement on ne peut pas justifier ce qui se passe. Bon, en attendant de voir plus clair, moi je pense que c'est peut-être un arrangement entre les deux présidents de la République, parce que je ne comprends pas non plus. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le président actuel du Burkina Faso est peut-être là qu'il faut chercher l'explication. Sinon, du point de vue de la justice, je ne comprends pas encore, comme bien d'autres. Bien, avec vous, on essaiera, je dis bien, d'en savoir davantage, de comprendre avec votre expérience des citoyens et aussi d'hommes politiques. Parallèlement, on reviendra donc sur le procès de Madame Simone Gbagbo, qui, dès le début de son procès la semaine dernière, donc, révélait une tentative de viol et bien d'autres cas de comportement de l'armée française. On revient vers vous dans quelques instants pour développer toutes ces informations et bien d'autres. Le temps aussi de dire bonsoir à notre invité de studio. Il s'agit de monsieur Doumbé Théodore. Bonsoir. Bonsoir chers auditeurs de Radio Pluriel. C'est plutôt pour un événement sportif et culturel. Vous êtes le secrétaire général de l'association AJCL Rhône Entendu, Association Jeunesse Camerounaise de Lyon. Vous nous parlerez ce soir du fameux match dénommé Douala-Yaoundé. C'est cela, avec plaisir. Pourquoi Douala-Yaoundé? Douala-Yaoundé parce que c'est les deux villes les plus populaires du Cameroun, sachant bien entendu que je suis aussi originaire de ce pays-là. Et donc on a choisi ces villes-là pour pouvoir mettre en avant la culture du pays à travers le sport. On reviendra avec vous dans quelques instants. Le temps donc de vous remercier, vous tous, amis auditeurs, d'être fidèles à notre rendez-vous. Je me tourne vers notre réalisateur qui est toujours Serna Nesti Boulokwe, qui nous permettra de nous entendre et nous permet donc de vous saluer avec cette brève ponctuation musicale. Tu veux pas écouter.
toi, oh yeah. Siga champagne, négo, ça c'est ta devise, oh yeah. Abou, vas-y, mollo, mollo. Sagacité, ni tapla, oh. Kumana, kuya, tapla, ibitato. Kumana, kuya, tapla, ibitato. C'est une histoire de sagacité. Sagacité, ni tapla, oh. C'est une histoire de sagacité. Sagacité, ni tapla, oh. Aruna Dendane, Karim Chouaïbi, Momo Taïri, Mamchek, la force tranquille. Mango ma faute, il faut y aller, mam, tika faut y aller. Mango ma faute, il faut y aller, mam, tika faut y aller. Abou Bassi, molo molo. Sagacité ni tapla, oh. Abou Bassi, molo molo. Sagacité ni tapla, oh. Dans la vie là, y a des choses difficiles à gérer, oh yeah. Mais quand tu sais d'où tu viens, tu dois savoir où tu t'en vas, oh yeah. Kumana kuya tapla, ibitato. Kumana kuya tapla, ibitato. C'est une histoire de sagacité. Salut la Sissi. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Nous allons directement sur le continent africain où l'ONG Human Rights Watch a accusé l'armée congolaise. En effet, les faits se seraient déroulés entre décembre 2013 et juin 2014. L'ONG de défense des droits humains dit avoir demandé en vain aux autorités congolaises l'ouverture d'une enquête. Joint par nos confrères de la BBC, le ministre congolais de la communication, porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, a déclaré ne pas pouvoir répondre pour l'instant parce que n'ayant pas eu connaissance du communiqué de Human Rights Watch. Et on repart directement en Afrique de l'Ouest où la justice du Burkina Faso renonce à poursuivre Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale. En effet, la justice du Burkina Faso a annoncé hier qu'elle renonçait complètement au mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, pour son implication présumée dans le coup d'État manqué de septembre dernier, mais a demandé à la Côte d'Ivoire de le poursuivre dans le cadre d'une autre procédure dite de dénonciation. La justice militaire burkinabé avait émis, rappelons-le, le 8 janvier dernier, un mandat d'arrêt contre l'ex-chef de la rébellion ivoirienne, selon le commissaire du gouvernement, le commandant Alioune Zanré. Le Burkina Faso rencontre actuellement des difficultés pour faire appliquer le mandat d'arrêt à cause, selon lui, du principe selon lequel aucun État n'extrade son national. En outre, selon les conventions multilatérales et bilatérales qui lient le Burkina Faso aux autres organisations et pays, l'extradition n'est pas possible en matière d'infractions politiques et en matière d'infractions militaires, a précisé M. Zanré. Et c'est là où je me tourne vers notre invité, professeur Balou, bonsoir. Baloubi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne prennent le train en marche, que maintenant vous êtes professeur d'université et vous avez dirigé l'université, vous avez été secrétaire général de l'université de Cocody et fait non négligeable également, vous avez fait prisonnier politique. Après, aujourd'hui, vous êtes un homme libre. Quelle est votre réaction face à ce qu'on peut appeler aujourd'hui le rétropédalage de la justice burkinabé? Ma première réaction est d'abord une surprise parce que, je veux dire, quand il y a eu, entre guillemets, le président burkinabé en décembre, quand c'est 2014, on avait eu espoir que effectivement c'était un vent nouveau, un vent de démocratie réelle. Et la déception, c'est pourquoi? Et c'est la question que tout le monde se pose. Parce que là, j'ai également lu que M. Zanré dit que la justice burkinabé est incompétente pour le faire, mais attendez, la justice, c'est la justice. À quel moment elle a su qu'elle est incompétente maintenant, alors que
elle a déjà émis un mandat. Je pense que c'est en connaissance de cause qu'elle avait émis un mandat. Et donc, ce rétropédalage, moi, je pense qu'il peut s'expliquer simplement au plan politique. Il faut savoir que le Burkina et la Côte d'Ivoire sont très liés. D'ailleurs, le Burkina était la base arrière de la rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et qui a amené M. Alassane Ouattara et M. Soro Guillaume aujourd'hui au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est là qu'il faut chercher l'explication. Vu comme cela, donc, on est dans une zone de non-droit. C'est-à-dire que lorsque, aujourd'hui, les putschistes du Burkina Faso, les auteurs même, ou les complices se retrouvent sur le terrain ivoirien, la justice burkinabé ne peut plus agir, si on le comprend tel que vous le décrivez. Oui, mais c'est ce que ça signifie. Mais ça signifie également qu'il y a une complicité au sommet des deux États. Et que la justice, dans ce cas-là, moi je pense que là, ça a dépassé le domaine de la justice. Maintenant, on est au niveau politique. Et c'est ce qui est dommage. Alors que dans tous les pays africains aujourd'hui, on se bat pour avoir des États de droit, c'est-à-dire des États où le pouvoir exécutif et les autres pouvoirs sont vraiment séparés, mais dans l'effectivité. Et là, on se rend compte que le politique a fait émission dans le judiciaire. C'est ce qui se passe au Burkina actuellement. Parce que je pense que les juges, avant de mettre un mandat d'arrêt, ont dû prendre toutes les précautions à la matière avant de lancer le mandat d'arrêt. Ce rétropédalage s'expliquerait par le fait que le politique se soit mêlé de ces choses. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, le président actuel du Burkina Faso est quand même un collaborateur de longue date de M. Blaise Compaoré. Je veux dire, tout ce qui s'est passé quand la rébellion ivoirienne, Soro Guillaume et son équipe séjournaient au Burkina, M. Marc Cambouré était dans le pouvoir de Blaise Compaoré. Donc, il n'est pas sans ignorer l'existence de ces gens-là. Donc, je pense que c'est un peu peut-être, pas pour récompenser, mais c'est vraiment un règlement politique entre amis de longue date qui s'est passé au détriment de la justice que les Burkinabés appellent de tous leurs vœux. Alors, à côté de ce qu'on peut appeler aujourd'hui cette complicité entre les dirigeants des deux pays, est-ce que la justice n'en pâtira pas dans le temps? Ah si, absolument. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand les Burkinabés sont descendus dans la rue, c'est parce qu'ils étaient fatigués d'un système qui s'était construit autour d'un seul homme qui avait ainsi tous les pouvoirs rassemblés en ses mains, parce que c'est vrai que dans nos pays, on parle de séparation de pouvoir, mais dans la réalité, les chefs d'État, en tout cas concernant Blaise Compaoré, c'est comme ça qu'il a régné pendant presque 30 ans au pouvoir. La justice n'a pas vraiment fonctionné. D'ailleurs, on a vu à certains moments de l'histoire du Burkina, il y a eu plein de grèves des avocats, des magistrats, parce qu'ils n'étaient pas libres dans l'exercice de leurs fonctions. Et je pense que c'est ce qui continue. Alors qu'on avait espoir que ce printemps burkinabé allait vraiment être un véritable printemps et contaminer certainement d'autres pays dans la sous-région, voilà qu'on nous ramène à la réalité, à la triste réalité qui est que le pouvoir judiciaire n'existe pas, n'est pas encore indépendant dans nos pays. Restez avec nous pour ce Baloubi et on va donc donner cette autre information. C'est l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Babo, jugée pour crime contre l'humanité depuis le 31 mai dernier à Abidjan et interrogée hier lundi par l'accusation sur ses activités supposées ou réelles, qui a réfuté avoir disposé d'un cabinet militaire. Alors, la semaine dernière, elle faisait allusion à un traitement déplacé, même à une tentative de viol des militaires français. Cela semble passer inaperçu. Vous, pour avoir séjourné dans les géoles, pour avoir fait près de 7 mois dans les camps de torture en Côte d'Ivoire, quelle est votre réaction face à cette déclaration? Oui, mais moi, de toutes les façons, comme vous venez de le dire, j'ai été acteur dans la crise ivoirienne. La complicité, je veux dire, l'action de la France ne s'est pas cachée dans son intervention en Côte d'Ivoire. C'est la première fois dans un pays démocratique, dans un pays tout court, qu'on voit ça. C'est-à-dire, un autre pays vient intervenir de façon directe, parce que habituellement, quand les puissances occidentales interviennent dans nos pays, c'est par barbouzes interposés, c'est par mercenaires interposés. Cette fois-ci, l'armée française, de façon directe, a bombardé la résidence du président de la République. Mais Simone Babo, c'est en plus d'être une première dame, c'est quand même une femme d'abord, une femme. Et ce qu'elle a subi, beaucoup de gens l'ont subi pendant cette crise. Attendez, je peux vous donner des exemples. Moi, personnellement, j'ai été torturé, mais je veux dire, au-delà de moi, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont subi ces tortures, mais en présence de l'armée française.
Je vous donne un exemple simple. En dehors des viols et des tortures, à l'université de Cocody a été bombardée par l'armée française. Personne n'en parle. Parce que moi, j'ai fait l'état des lieux. Et pourquoi? Je ne sais pas, mais parce que les grandes puissances ont leurs alliés, ils laissent des consignes, personne n'en parle. Ni l'ONU, qui est prompte à condamner ceux qui sont du côté de Laurent Gbagbo, qui n'a rien dit sur le bombardement des universités. Les universités de Côte d'Ivoire ont été bombardées en bonne et due forme par l'armée française, aidée par l'ONUCI et puis tous leurs complices. L'université d'Abobo à Djamé a été bombardée. Ils ont bombardé essentiellement la scolarité et les services informatiques. Ça veut dire que c'est des choses qui sont calculées, c'est-à-dire le centre nerveux de ces institutions. Là où on a les archives, là où on a les informations, c'est ce qu'ils ont détruit. À Cocody, ils ont fait pareil. Cocody, moi j'y suis allé, j'en étais le secrétaire général, je suis allé faire l'état des lieux. J'ai même appelé, pour vous dire, j'ai appelé M. Amadoum Touré, ça me revient comme hier, je l'ai appelé entre le 11 et le 19 avril pour lui dire, voici ce qui est en train de se passer sur le campus universitaire, on est en train de défoncer toutes les portes, de voler tous les appareils, de dévaliser tous les bureaux, tous les laboratoires. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Il dit de m'adresser à la gendarmerie ou à la police. À un moment où ces deux institutions n'existaient plus, puisque la France avait désarmé toutes nos forces. Voici ce que M. Amadoum Touré, qui était le porte-parole de l'ONUCI, m'a répondu. Mais ça veut dire que c'était quelque chose de calculé. Professeur personne n'en parle, mais c'est ça la réalité. Mais pour comprendre, aujourd'hui, vous êtes en France. Mais la France est donc impliquée de faute en comble dans la crise ivoirienne. Hein. Je veux dire, et vous savez que... Pour comprendre un peu, excusez-moi de vous couper, pour comprendre, aujourd'hui, c'est en France où la justice est libre. Est-ce que vous avez intenté des actions pour remettre, voilà, tous ces témoignages à la justice française? Oui, écoutez, moi pour l'instant, je suis en train de faire les démarches, hein, parce que, étant donné que c'est contre l'État de Côte d'Ivoire que je viens, comme je ne suis pas français, ce qu'on m'a dit, en fait, les premières informations que j'ai eues, c'est que je ne peux pas attaquer le pouvoir ivoirien en France alors que je ne suis pas français. Bon, donc je suis en train de voir avec mes avocats comment on peut contourner cette chose, parce que il y a des choses que l'opinion doit savoir aussi. Donc Simone Gbagbo, c'est vrai, comme elle a dit, elle ne peut pas mentir sur elle-même. On a vu dans quelles conditions le couple présidentiel a été arrêté. Moi, je me souviens, comme hier encore, après avoir été arrêté à la sortie du campus, j'ai été amené aussi au Golfe. Enfin, d'abord, après un camp militaire quelque part dans la ville, on m'a amené au Golfe. Mais au Golfe, on a vu des soldats de l'ONUCI frapper tous ceux qu'on avait arrêtés à la résidence. Au moment où ils rentraient, chacun donnait un coup de pied. Par-ci, par-là. Nous avons reçu également la visite, parce que moi j'étais à Bouna, on a reçu la visite d'un agent de l'ONUCI qui est venu proprement nous insulter. Il était dans le bureau ivoirien de l'ONUCI, là. Il est venu nous insulter parce qu'il trouve que c'est nous qui avons créé le chaos, c'est nous qui avons amené la crise. Donc l'ONUCI et la France sont naturellement complices de ces choses. Vous dites pourquoi je n'ai pas porté plainte, mais... Oui, voilà. Pourquoi ces faits ne sont pas portés auprès de la justice française? Vous dites effectivement que... Parce que là, ce sont les actions causées par les comme je l'ai dit, moi je travaille dans les ONG, on est en train de travailler dessus, on est en train de préparer le dossier pour voir comment on peut aborder cette question. Parce que la première information qu'on m'a donnée, c'est que je ne suis pas français, donc je ne veux pas porter plainte contre les Ivoiriens en France. Voilà, donc c'est un peu à cela que... Mais je compte porter plainte, c'est évident. Parce qu'en plus de moi, il y a d'autres personnes qui ont subi des dégâts, des tortures. Donc c'est des choses qu'on doit... un jour ou l'autre, ça va se juger de toutes les façons. Pour l'instant, comme ils disent, c'est la justice des vainqueurs et ils s'occupent de ceux qu'ils ont vaincus. Bon, on espère qu'un jour ou l'autre, la justice se tournera vers ceux qu'on a vaincus réellement, ceux qui ont subi aussi des tortures. Nous sommes en ligne avec Monsieur Toto Jérôme Baloubi. Et donc, je rappelle à ceux qui prennent notre image que vous avez dirigé l'université, secrétaire général de l'université de Cocody. Bien que vous êtes docteur d'État en physico-chimie des matériaux de l'université de Montpellier, en France. Et vous avez également enseigné à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Également, vous avez enseigné à l'université de Cocody. Et ce soir, vous nous apportez une tentative de réponse ou d'explication sur ce qui se vit aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, où, rappelons-le que hier, donc, la justice du Burkina Faso a renoncé
Elle renonce à poursuivre M. Guillaume Soro, qui est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et également pour sa supposée donc, complicité dans le putsch manqué au Burkina Faso en septembre dernier. Une dernière question avant de vous laisser tranquille, professeur Baloubi. Au niveau de la réconciliation du peuple ivoirien, vous qui êtes dans la diaspora, est-ce que vous pensez que c'est une question qui est à l'ordre du jour ou alors elle intéresse très peu les ressortissants de Côte d'Ivoire, d'expérience? Oui, mais l'impression que nous avons, c'est qu'elle intéresse très peu les dirigeants actuels parce que, comme je l'ai dit il y a quelque temps à une rencontre, la réconciliation, elle est indispensable pour tous les Ivoiriens, y compris pour nous qui avons subi les affres de la guerre. Mais pour que la Côte d'Ivoire avance, pour qu'on développe la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont obligés de se retrouver. Mais par cette réconciliation de façade, parce que pour réconcilier, il faut au moins deux parties. Alors, une partie ne peut pas être absente pour qu'on fasse une réconciliation. Tout ce qu'on demande au pouvoir actuel, c'est de créer les conditions pour que tous les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens, y compris ceux qui sont en prison, dont le premier, le président Laurent Gbagbo, il faut que tous les Ivoiriens se retrouvent pour qu'on se réconcilie. Autrement, c'est pas possible. Ça ne va pas, ce ne sera pas une réconciliation. Là, j'entends parler de modification de la Constitution. Mais la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Vous imaginez qu'il y a plus de 100 000 Ivoiriens en exil, plus de 300 en prison, et puis qu'on va modifier la Constitution. Vous pensez que c'est de nature à créer une situation de paix, de tranquillité dans le pays? Non. La réconciliation est nécessaire, elle est même indispensable. Mais pour cela, il faut que toutes les parties se retrouvent. Donc le pouvoir actuel a la responsabilité de créer les conditions d'une vraie réconciliation. Alors, ça c'est le pouvoir actuel, mais vous qui êtes dans la diaspora, parce que vous avez quand même occupé des fonctions assez importantes au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez un nom. Est-ce que vous y contribuez vous-même? Est-ce que vous y travaillez, tout au moins? La réconciliation de la Côte des Ivoiriens, même dans la diaspora? Oui, mais dans la diaspora, je veux dire, il faut créer le cadre. C'est vrai qu'aujourd'hui, chacun un peu campé dans son coin. Non, mais ça c'est, je veux dire, c'est une réaction d'abord naturelle. Oui. Je veux dire, quand vous avez subi des brimades, quand vous avez subi des sévices, c'est vrai que dans un premier temps, vous vous renfermez sur vous soignez vos plaies. Mais elle est indispensable, même ici, je le dis, à chaque fois que moi je suis intervenu, je dis, les Ivoiriens, on n'a même pas le choix. On a un seul pays. Pour le développer, là, on ne peut pas le développer contre quelqu'un. Parce que on a divisé la Côte d'Ivoire aujourd'hui en pro-Gbagbo et puis pro-Ouattara, mais même si on s'en tient seulement aux chiffres officiels que les gens donnent, c'est-à-dire c'est au moins la moitié de la Côte d'Ivoire qui avait le président Gbagbo. Est-ce que vous pensez qu'objectivement on peut faire une réconciliation contre la moitié d'un pays? C'est pas possible, ce n'est pas une réconciliation dans ce cas-là. C'est pour ça que je pense que la balle est plutôt dans le camp de ceux qui sont au pouvoir. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont les moyens de créer les conditions. Nous concernant, on est prêts, mais la réconciliation ne peut pas se faire à n'importe quel prix. C'est-à-dire, ce n'est pas en étant en exil qu'on va me réconcilier avec ceux qui sont sur place. Il faut que j'ai l'occasion de rentrer, qu'on crée les conditions pour que je rentre, comme les autres, comme bien d'autres. Il faut qu'on libère tous ceux qui sont en prison, qui sont emprisonnés même injustement. Parce que beaucoup de collègues universitaires étaient au Ghana. Le président Ouattara a demandé de rentrer, comme disent ses partisans, il a attendu les mêmes, mais on ne savait pas que c'était pour étouffer ceux qui allaient rentrer. Ils sont rentrés effectivement, on les a étouffés, ils sont en prison. Le professeur Hubert Oulaye, professeur de droit, est en prison. Le professeur Atoua Adou, en médecine, est en prison. Et beaucoup d'autres. Voilà la réconciliation que M. Alassane Ouattara nous sert. C'est pas ce qu'on veut, on veut une vraie réconciliation. Donc, me concernant et concernant ceux qui sont dans la diaspora, je pense qu'on est disposé à aller à une vraie réconciliation où tous les Ivoiriens se retrouvent sans exclusive. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous recevons le professeur Teto Jérôme Baloubi. Il fut secrétaire général de l'université de Cocody. Il est aujourd'hui en exil en France. Il a pâti pendant plusieurs mois sous les camps de torture en Côte d'Ivoire. Professeur Baloubi, oui. Si vous aviez un vœu à émettre en direction de la Côte d'Ivoire et de ses fils qui sont dans la diaspora aujourd'hui, pour le mot de la fin. Mon vœu, il est simple. Je veux dire, notre pays vient de traverser une crise. C'est vrai que ce n'est pas le dernier pays ou le premier pays à avoir vécu ce genre de crise. Il y a des pays, la France ici, où nous sommes, a vécu la guerre, 2 guerres mondiales contre l'Allemagne. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont les piliers
de la construction européenne. Ça veut dire qu'on peut oublier le passé pour avancer. Parce qu'on n'avait pas le choix pour avancer, on est obligé de se mettre ensemble. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et ses filles, soit au RDR ou au PDC ou au FPI. Mon vœu, c'est que tous ces Ivoiriens qui sont en exil, tous ceux qui sont en prison, injustement d'ailleurs, que le président Laurent Gbagbo, que Mme Simone Evé Gbagbo soient libérés pour que on ait une vraie réconciliation. C'est mon vœu. Et ce vœu-là, je l'adresse à ceux les tenants du pouvoir de toutes les façons, c'est eux qui ont le pouvoir. Quelle que soit la façon dont ils sont arrivés, ils doivent créer les conditions pour que la Côte d'Ivoire se retrouve et s'unisse pour développer. Parce qu'on parle d'émergence, c'est vrai, c'est des termes qui sont devenus un peu des slogans, mais pour qu'on développe un pays, là, c'est avec tout le monde, c'est avec la paix et la tranquillité. Parce que tant qu'on va demeurer dans l'attitude du vainqueur qui va écraser celui qui est vaincu, ben, on n'y arrivera pas. Donc je souhaite simplement que le pouvoir actuel crée les conditions d'une véritable réconciliation qui va réunir tous les enfants de Côte d'Ivoire. Bien, c'est entendu. Merci beaucoup à vous et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. C'était le professeur Balobi qui est auteur du livre Côte d'Ivoire, le drame d'Alassane Ouattara. Il nous donnait donc ses impressions par rapport au rétropédalage de la justice burkinabé face au mandat d'arrêt lancé contre M. Soro Guillaume, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous avons le auditeur en ligne, c'est probablement le maître Marcelin Sommet. Bonsoir maître. Bonsoir Juvenal, bonsoir à tous vos auditeurs. Vous avez suivi donc, bien avant vous, c'était monsieur le professeur Balobi qui nous donne ses impressions. C'est très intéressant d'avoir aussi votre regard sur le rétropédalage de la justice burkinabé. À votre avis, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors, disons que d'un point de vue juridique, cette affaire-là c'est une affaire malheureuse qui ne grandit pas la justice burkinabé. Puisque avant le rétropédalage donc du commissaire du gouvernement après le tribunal militaire, vous savez que le 28 avril dernier, la Cour de cassation a annulé donc les mandats donc d'arrêt internationaux qui avaient été émis. Et il y a eu un cafouillage puisque le même jour, la Cour avait d'abord dans un premier arrêt rejeté donc les recours. Et puis après, il y a eu un second arrêt qui est venu annuler donc les mandats. Donc il y a eu toute une polémique qui a obligé l'avocat général à se fendre d'un communiqué pour expliquer la situation. Bon, et puis aujourd'hui, entre-temps, on a changé le commissaire du gouvernement militaire et le juge d'instruction civile donc qui s'occupait de ces dossiers-là. On a nommé deux autres personnes. Bien. Avant le rétropédalage, le président Roch-Marc Christian Kaboré a rencontré le président Alassane Ouattara en proposant une voie diplomatique. Et avant la conférence de presse du commissaire du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale a fait un déplacement en Côte d'Ivoire. Donc tout cela n'est pas anodin. Juridiquement, le commissaire du gouvernement vient annoncer que lui ne lancera pas de nouveaux mandats et qu'ils vont faire une dénonciation aux autorités judiciaires ivoiriennes donc pour demander la poursuite de M. Guillaume Soro. Alors, c'est malheureux parce que c'est clairement un déni de justice. Nous n'avons pas ce qu'on appelle la compétence universelle de juridiction au Burkina Faso, mais pour des faits qui étaient supposés de se réaliser au Burkina Faso, des crimes, des délits, bien évidemment, le juge burkinabé était évidemment compétent pour poursuivre M. Soro Guillaume. Le nouveau commissaire du gouvernement... Marcelin Sommet, excusez-moi de vous couper, oui. mais il y a des choses quand même qui se lisent en filigrane. On se souvient que M. Roch-Marc Christian Kaboré fut quand même un des hommes forts de M. Blaise Compaoré quand il était au pouvoir. Et que, oui. à une époque très forte de la rébellion en Côte d'Ivoire, alors des sources dites de foi affirmaient que M. Compaoré a soutenu la rébellion qui aujourd'hui, enfin, c'est ce qui fut la rébellion aujourd'hui. Ce sont ces hommes-là qui sont en poste aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui ont été démocratiquement élus. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le peuple burkinabé est aujourd'hui pris en otage? Oui.
Je vais quand même terminer sur ce que j'étais en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on nous abandonnons notre justice, la justice du Burkina Faso abandonne ses prérogatives et refile, on va dire, donc la patate chaude à la justice ivoirienne. Et comme chacun sait, c'est invraisemblable que la justice ivoirienne se mette à poursuivre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Donc ça veut dire que c'est une affaire qui va être classée bientôt sans suite. C'est une évidence pour moi. Alors, le peuple burkinabé est-il pris en otage? Oui, dans la mesure où la révolution qui a été faite en octobre 2014 visait effectivement à changer complètement le système de gouvernance, la démocratie, la justice. Or, on se rend compte qu'il y a un arrangement qui est en train d'être fait entre le nouveau pouvoir et l'ancien régime sur le dos du peuple, parce que cet arrangement, effectivement, d'un côté, il y a les intérêts, on privilégie la voie diplomatique parce que il y a les intérêts économiques du Burkina Faso. Sans la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso serait étouffé. Ça, on le sait. Mais il y a également les intérêts de l'ancien régime à ménager. Donc, on craint que la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, dont on sait qu'il a nommé M. Blaise Compaoré comme son conseiller spécial, peut prendre des mesures de rétorsion économique contre le Burkina, et ça va être très difficile pour le Burkina Faso. Donc, il faut gérer tout cela politiquement. Et la gestion politique conduit à... des arrangements. Quand même, entre copains. À vraiment court-circuiter la justice. Et ça, c'est dommage. C'est fort déplorable. Alors, sur un autre point, aujourd'hui, on parle de la longue absence de l'ancien Premier ministre, M. Isaac Zida. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi le président Roch-Marc Christian Kaboré rend public ce type d'informations, ces commentaires. Alors j'ai été surpris, comme beaucoup, de voir le président, lors de son déplacement, s'étaler sur ces propos-là. Publiquement, c'est surprenant. Bon, je n'ai pas un commentaire particulier à faire là-dessus. Je ne sais pas quel est l'objectif politique. Le torchon brûle, on peut imaginer. Mais maintenant, pourquoi M. Zida ne rentre pas? Je pense que M. Zida reste volontairement au Canada. Là où il est, au Canada, pour des raisons. Je pense qu'il a probablement son propre calendrier, c'est-à-dire qu'après la transition, il a décidé de s'éloigner de la scène politique burkinabé, d'attendre que la situation revienne à la normale avant de réapparaître. Ce qui n'est pas une mauvaise idée au départ, parce que je pense que même l'ancien président Michel Kafando n'est plus au Burkina. Il faut laisser la main libre. Il ne faut pas faire... Pourquoi la question? Parce qu'on sait qu'Isaac Zida, c'est quand même un officier de haut rang, de très haut rang. Et donc, son absence au pays pourrait inquiéter plus d'une personne. Oui, c'est un officier de haut rang. Disons que même c'est l'officier le plus gradé, puisque c'est le seul général 3 étoiles qu'on a au Burkina. Donc, c'est le plus haut gradé. Mais vous savez dans quelles conditions il a été nommé officier général. Donc, c'est à la dernière minute. À ce moment-là, je pense qu'il avait déjà son calendrier. Il allait quand même partir, même sans cette nomination, et attendre selon son calendrier avant de revenir au Burkina Faso. Donc, pour ma part, je pense que cette nomination devient pour lui un cadeau empoisonné, puisque on lui en veut justement de ne pas revenir au Burkina Faso après un congé, avant qu'il ait le plus haut gradé de l'armée. C'est là où il y a effectivement une difficulté. Mais pourquoi il ne revient pas? Je pense que c'est lié, il a son propre calendrier, et comme on le dit dans des milieux souvent bien informés au Burkina Faso, il a des ambitions pour les prochaines élections présidentielles au Burkina. Voilà qui est dit. Il a son calendrier pour revenir en temps opportun. Sauf que là, vu sa position dans l'armée, les conditions dans lesquelles il a été nommé, il y a une grogne, il faut qu'il revienne. Et aussi parce qu'on estime qu'il y a eu des malversations financières, il faut qu'il revienne rendre compte.
Merci beaucoup à Marcelin Sommet. Pour ceux qui prennent le tramage que maintenant, je rappelle que vous êtes le président de l'association des Burkinabés de Lyon. Vous êtes avocat au barreau de Lyon et vous nous apportez régulièrement votre regard, votre point de vue sur les questions d'actualité sur l'Afrique, notamment au Burkina Faso. Merci de votre disponibilité et au plaisir. Merci Juvenal et merci à tous vos auditeurs. Radio Pluriel. Toutes les couleurs du monde. Toutes les couleurs du monde. Rapidement, on fait un tour sur le continent avant donc de donner la parole à notre invité de studio qui est Monsieur Doumbé Théodore. On va directement donc en Ouganda où le président a nommé son épouse ministre de l'Éducation dans le nouveau gouvernement du pays. Sa nomination a été annoncée dans un communiqué de la présidence détaillant des remaniements mineurs au sein du gouvernement fort de 80 ministres et secrétaires d'État. Ancienne députée, Janet Museveni, âgée de 67 ans, n'est pas une inconnue sur la scène politique ougandaise. Elle occupait depuis 2011 le poste de ministre en charge du Karamoja, une région peu développée du nord-est de l'Ouganda. Le 25 mai dernier, donc, Muhoozi Kainerugaba, fils de M. Museveni, avait été promu au rang de général de division en charge du commandement des forces spéciales. Ce dernier avait alors démenti vouloir succéder à son père à la tête du pays, alors que l'opposition avait affirmé que Yoweri Museveni le préparait à prendre sa relève. Comme quoi, sur le continent africain, le pouvoir peut passer de père en fils, on l'a déjà vu, et qu'une épouse peut tranquillement avoir un portefeuille ministériel. Au Malawi, c'est Amnesty International donc, qui inquiète pour les albinos. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme, la police malawite ne protège pas les personnes atteintes d'albinisme qui sont souvent victimes d'agressions physiques. Patricia Kaliati, ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement malawite, a démenti l'accusation de l'organisation de défense des droits humains. Elle dit, je cite, « Nous sommes en train de tout faire pour mettre fin à ce carnage. Les albinos sont laissés à la merci des personnes n'hésitant pas à les tuer et à se servir de leurs organes pour satisfaire des besoins fétiches selon Amnesty International. Au moins 18 albinos ont été tués au Malawi de novembre 2014 à maintenant, affirme cette organisation de défense des droits de l'homme. Et on va en page culture donc, et c'est là où donc je pose Théodore Doumbé. Oui. C'est originaire du Cameroun. Exact. Quelle est votre réaction face à ces faits qui ont lieu sur le continent? Alors, si vous voulez, ma réaction, elle a deux volets. Enfin, sur les albinos déjà. Bon, oui, sur les albinos, c'est un réel problème qui a à voir quelque chose avec du mysticisme, etc. Mais bon, c'est un peu péjoratif de le dire ainsi, mais l'Africain a toujours cette impression de pouvoir atteindre à travers les forces occultes. L'Afrique. Hein? Oui, enfin, donc, l'Africain. Vous aussi. Si vous voulez, enfin, peut-être que je généralise de manière pas très opportune, mais malheureusement, j'ai envie de dire que c'est la réalité. Hein. C'est désolant de le dire ainsi. La preuve encore avec. Mais moi, les je ne me différents... reconnais pas dans ces Africains-là. Oui, peut-être parce que vous avez été lessivé par l'Occident. Surtout pas. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes cadre commercial dans une entreprise informatique de la place et que vous êtes le secrétaire général de l'association AJCL, entendu, Association Jeunesse Camerounaise de Lyon. Et vous êtes là ce soir pour nous parler de la rencontre sportive dénommée Douala Yaoundé qui se jouera dimanche 12 juin prochain au stade des Chanais dans le 6e arrondissement de Lyon. Bien, c'était l'hymne national du Cameroun. C'est un clin d'œil donc à cette communauté camerounaise. Et j'ai posé la question donc à vous qui êtes ce soir, vous êtes venu nous parler de cet événement. Exact. Pour revenir sur l'information en Ouganda où le père est président de la République, l'épouse est ministre de l'Éducation, le fils est général d'armée. J'ai envie de dire qu'on l'a déjà vu. On a vu ça au Gabon. Avec la famille Bongo. Malheureusement, vous savez, chez nous en Afrique, bon, j'ai la double culture, je peux aussi dire en Europe, mais bon, ça concerne l'Afrique ici, on a toujours l'impression que le pouvoir doit être transmis de manière familiale, c'est-à-dire qu'on est dans des espèces d'aristocratie et de monarchie. Malheureusement, on est en pleine démocratie et les Africains, ça, ils l'ont pas encore mis dans... À votre avis, le Cameroun est une monarchie? On ne sait pas encore. J'attends quand Monsieur Biya s'en ira et je vous donnerai la réponse. Mais pourquoi vous avez peur de parler de Monsieur Biya?
Non, je n'ai pas peur. Je dis, Vous êtes libre de répondre. Alors, je suis entièrement libre. Vous savez, une fois encore, on est en pleine démocratie et je touche du bois que je sois en France et même je serai au Cameroun, je dirais pareil, peut-être dans un bar. Mais je dis, j'attends quand il partira parce que je verrai qu'il remplacera. Peut-être que c'est Franck Biya. À ce moment, on parlera de monarchie ou alors peut-être que c'est un cousin. Et En réalité, mais à votre avis, Monsieur Biya, il est depuis plus de 30 ans. oui. Et vous pensez que votre pays est une démocratie? Bien Je veux dire, sûr. c'est une démocratie à la camerounaise, c'est ça? Bien sûr que non, on va dire c'est une pseudo-démocratie, c'est-à-dire visuellement, hein, une démocratie d'aveuglement, mais c'est une dictature faite de manière intuitive et intelligente. Voilà qui est dit. Vous trouvez que c'est assez intelligent, de rester au pouvoir à plus de 80 ans, il a 84 ans aujourd'hui, et une jeunesse comme vous êtes jeune aujourd'hui? Bah, vous savez, il a plus de 80 ans, il est au pouvoir, bon, c'est une réalité. Ce n'est pas parce que c'est fait de manière malsaine, que ce n'est pas intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui maîtrisent la tradition judéo-chrétienne ou alors religieuse, je parlerai des musulmans ou encore ce que vous voulez, enfin, ou juifs, etc. Bref, pour ceux qui se penchent sur les écritures sacrées, nous savons une chose, c'est que même le diable ou alors le méchant, Vous êtes croyant, il use de manière intuitive et très perspicace de son intelligence pour faire du mal. On quitte le champ politique pour partir sur la culture. Cet événement, pourquoi, voilà, une rencontre, parce que cette culture, effectivement, cet événement, je dois le reconnaître, j'y ai participé l'année dernière, j'étais présent, nous avons couvert Bien sûr. sur le plan médiatique. C'est un match de football Oui, avec 2 mi-temps, exact. mais apparemment ils me disent qu'il y a la 3e mi-temps, C'est cela. c'est-à-dire les agapes et on mange et on boit à bouche crevée dessus. Et exact. Alors, effectivement, c'est un événement culturel. L'idée, c'est de renforcer le patriotisme camerounais. Dans quel but précisément? Le Bah, Cameroun ici. Le développement. On veut se développer. À Lyon? Bah, bien sûr. On peut. Comment? Bah, bien Expliquez-nous. sûr. Alors, on peut créer des communautés fortes ici. On peut. C'est mal vu le communautarisme. Oh, vous savez. Surtout quand ça concerne les Noirs. Hein. Vous savez, j'ai envie de vous dire, tout le monde est communautaire. On est même communautaire déjà en Afrique à travers les tribus. C'est comme ça. Bien. J'ai envie de citer Mohamed Ali lorsque je l'écoutais encore il y a Allez-y. quelques jours. Et il disait, j'aime ma communauté, je veux avancer avec ma communauté. Pourquoi ça vous dérangerait? Ça me dérange pas. Je suis juste parce qu'en France, l'expression semble, surtout quand ça concerne certaines Comme beaucoup d'autres. communautés, en Comme fait, que beaucoup c'est d'autres. péjoratif. Alors, vous dites que c'est pour développer la communauté. Comment cela marche? Parce que après un match de football, c'est la 3e mi-temps, comme il le dit si bien, on mange, on boit, bouche que dessus, il n'y a pas de mal. Et où est le développement? Bah, vous savez, il y a cette entraide déjà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la question de réunion. Il faut se réunir pour Vous pouvoir. réunissez souvent. Il faut se réunir pour pouvoir s'unir. Alors, vous réunissez quand? Parce que je me souviens que c'était l'été dernier, il y a eu un match aller, un match retour. Et puis, vous refaites surface un an après. Vous réunissez quand? Alors, si vous voulez, on ne se réunit pas que dans le cadre sportif. On a créé une association qui est la GCL, qui permettra de s'entraider, comme par exemple si certains Camerounais de la diaspora ont des soucis d'ordre, je sais pas, juridique, par exemple, ou alors d'intégration. On est en France, on parle d'intégration nationale, etc. Enfin, ou social, la recherche d'un appartement, Comment ça marche? faciliter des démarches. Comment ça etc. marche? Pourquoi la question? Parce que lorsque j'ai préparé cette émission, les Camerounais semblent très méfiants. On a l'impression qu'il y a une méfiance, il y a une défiance entre Camerounais. Pourquoi ce sentiment? Alors, je vais effacer le mot de méfiance, mais je vais plutôt m'attarder sur le mot de défiance. Voilà. Pourquoi? Vous savez, c'est très symptomatique. J'ai l'impression même que c'est génétique. Pourquoi? Peut-être que c'est dû à ces 33 années justement de martyrs ou de malversation où le Camerounais a beaucoup souffert. Parce Vous savez, qu'avant, lorsque- alors, vous faites allusion à la présence de M. Biya, c'est ça? entièrement. Parce qu'avant M. On en Biya, les souffre. Camerounais étaient très heureux, c'est ça? Il n'était pas heureux, mais Ils s'exilaient déjà. très peu. Attention, attention. Allez-y. Il s'exilait pour revenir après. D'accord. On est d'accord? Et développer leur pays. Aujourd'hui, ils s'exilent pour y rester. Donc, vous comprenez que c'est plus, on n'est plus dans la même démarche. Est-ce que c'est pas parce que vous prenez plaisir à rester ici? Non, du tout. Bah, vous savez, moi, en ce qui me concerne, lorsque je Vous êtes jeune, vous. Vous avez l'air très jeune encore. oui, Est-ce que vous pensez à le Cameroun? vous avez bien utilisé le terme j'ai l'air. Vous savez, je vais dans mon pays d'origine chaque année. C'est bien. Au moins, je vais dire un minimum 1 à 2 fois par. Que leur par- apportez-vous quand vous y allez, par exemple? Ah bah le discours. Vous savez, le développement. Est-ce qu'il est efficace votre le discours changement. là-bas? Ils ont faim, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'autre chose. Votre discours est-il efficace? Il à est- l'observation. Bah, il est pas efficace à court terme, mais il sera efficace à long terme.
Il sera efficace à long terme pour ceux qui prennent en marche que maintenant. Nous sommes avec Monsieur Théodore Doumbé, secrétaire général de l'association AJCL entendu, Association Jeunesse Camerounaise de Rhône et de Lyon. Il est venu nous parler donc de la rencontre sportive que posera les jeunes Camerounais originaires des villes de Douala et Yaoundé. La rencontre sportive pour le nom Douala Yaoundé. Ce sera donc au stade des Chanets dans le 6e arrondissement de Lyon. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Alors, pour parler du déroulé de l'événement, ça se passera que dimanche? Alors effectivement, l'événement il a lieu une fois par an et il se passe durant toute une après-midi en fait. C'est la fête en famille. Bon effectivement, pourquoi les deux villes? Pourquoi Douala et Yaoundé? Parce que ce sont les villes les plus populaires du Cameroun. C'est pour ça qu'on fait ce choix. Et c'est les villes dans lesquelles on retrouve littéralement toutes les tribus du Cameroun. Il y en a combien au Cameroun? Il y a combien de tribus au Cameroun? On va dire plus de 235, de 235. On peut pas les quantifier exactement parce que même vous avez des sous-tribus en dessous. Après le match, il y aura quoi au programme? Vous avez parlé du troisième mi-temps tout à l'heure. Donc ça c'est manger à boire. Et c'est comme ça que comptez développer le Cameroun? Je veux comprendre. Vous avez très bien fait de poser la question. Nous allons déjà nous restaurer, c'est la moindre des choses. Il y a des discussions qui arrivent derrière, des discussions, des échanges, des discussions constructives. Après avoir mangé et bu, vous pouvez encore discuter? Oh non, c'est pas ce jour-là. Pas ce jour-là. Il y a des réunions qui ont été programmées dans la semaine à venir et même les semaines d'après. L'événement est ouvert qu'aux seuls Camerounais ou non, du tout. Alors pour vous dire, qui attendez-vous là-bas? Pour vous dire, il y a des étrangers qui joueront. Quand vous dites étrangers, parce que ici c'est une diaspora africaine. Tam Tam Tropical c'est une émission africaine. D'abord, oui, on est d'accord. Qui s'adresse aux Africains. Ceux qui nous entendent notre réalisateur ce soir, par exemple, il vient du Congo. Est-ce qu'il peut y participer? On a un Ivoirien, un Ghanéen qui participe. Que cela? Alors, je veux dire, l'événement est ouvert donc à l'Afrique. Bien sûr. Et ceux qui sont pas africains peuvent venir aussi? Bien sûr. À partir de quelle heure? C'est à partir de 15h et le match il aura lieu à 16h. Merci, Théodore Doumbé d'avoir pris de votre temps. On vous entraîner sur un terrain politique. C'est aussi ça, le jeu. Notre magazine arrive donc inexorablement à son terme. Théodore Doumbé, secrétaire général de l'association AJCL, l'association Jeunesse Camerounaise de Lyon, est venu nous parler de la rencontre sportive dénommée Douala Yaoundé, qui se jouera le dimanche 12 juin prochain au stade des Chanès dans le 7e arrondissement de Lyon. Un événement sportif qui prend de plus en plus d'ampleur. On espère donc que ceux qui veulent s'amuser, ceux qui veulent se distraire et aussi retrouver une ambiance chaude sportive avant d'aller à la troisième mi-temps pourront vous rejoindre donc à ce stade. Pour nous servir ce soir à la réalisation des mains de maître, c'est Selanesi Bouloukoué. Dans vos délicates oreilles, je suis votre humble serviteur Juvenal Noël. Rendez-vous pris mardi prochain à 19h. Merci. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi, de 19h à 20h, sur Radio